nous sommes allés à la fête de fin de tournage, qui annonçait la fin du Andy Griffith Show. Ron Howard était peut-être le chouchou roux de la série, mais la vie derrière les clôtures blanches de Mayberry n'était pas toujours aussi idyllique. Si les téléspectateurs voyaient à l'écran une famille unie d'une petite ville, la réalité était bien plus complexe. Certes, Howard a bien ri avec Andy Griffith et Don Knotts, mais il y avait un membre de la distribution qu'il détestait en secret, et il n'était pas le seul. Cette même personne fut d'ailleurs à l'origine de la seule querelle qu'Andy Griffith lui-même ne put pardonner. La tension était palpable, le ressentiment était profond et, pendant des décennies, il a été soigneusement dissimulé. Il s'agit du membre de la distribution qui a semé la zizanie dans les coulisses de Mayberry dans la série The Andy Griffith Show. On se souvient peut-être de The Andy Griffith Show comme de l'une des sitcoms les plus familiales et nostalgiques de la télévision. Mais derrière le charme sudiste de Mayberry se cachait un monde bien plus complexe. Diffusé pour la première fois sur CBS le 3 octobre 1960 et jusqu'au 1 avril 1968. La série a proposé 249 épisodes de 30 minutes répartis sur 8 saisons, dont 559 en noir et blanc et 90 en couleur. Et si elle dépeignait une époque plus simple, le tournage n'était pas toujours aussi paisible que la ville qu'elle mettait en scène. La série a en réalité débuté comme un épisode pilote diffusé en parallèle du Danny Thomas Show, présentant Andy Griffith dans le rôle du shérif Andy Taylor, un homme de loi veuf élevant son jeune fils. Opie, interprété par un jeune Ron Howard, dans la paisible bourgade de Mayberry, en Caroline du Nord. Bien que le cadre fût fictif, Griffith décrivait son atmosphère comme empreinte de nostalgie, évoquant davantage les années 1930 que les années 1960, époque du tournage. C'était une époque révolue, confia Plustard Griffith, ce qui contribua à la magie de la série. Les personnages sont rapidement devenus des icônes américaines adorées. Il y avait le shérif adjoint Barney Fife, trop zélé mais hilarant de maladresse, incarné par Don Knotts, la gentille et rassurante Tante Bay, interprétée par Frances Bavier, et bien sûr, Lopie, précoce mais terre-à-terre. Ensemble, ils formaient une famille attachante qui semblait refléter des relations réelles, du moins c'est ce que pensaient les fans. Malgré son ton humoristique et chaleureux, les Andy Griffith Show n'étaient pas exempts de conflits. Des tensions couvaient hors caméra, notamment en raison de conflits d'ego et d'incompatibilité de personnalité. Une querelle en particulier, entre Andy Griffith et un autre membre de la distribution, est restée secrète pendant des décennies, tenue à l'écart des projecteurs malgré le tournage des caméras. Mais même Mayberry ne pouvait pas garder les secrets éternellement. Malgré tout, la série a connu un succès retentissant. Elle n'a jamais été classée en dessous de la 7e place dans le classement Nielsen. Fate rare, la série a terminé sa dernière saison en tête des audiences. Seuls I Love Lucy et Seinfeld partagent cet honneur. Si Griffith n'a jamais reçu d'Emmy durant la diffusion de la série, ses partenaires Knotts et Bavier en ont remporté 6 à eux deux. L'héritage s'est perpétué avec des séries dérivées comme Gomer Pyle USMC, un téléfilm de retrouvailles sorti en 1986 et la suite Mayberry RFD. Aujourd'hui encore, les fans célèbrent Mayberry lors d'un festival annuel à Mount Airy, en Caroline du Nord, ville natale de Griffith, restant attaché à une ville imaginaire et à une série dont les coulisses étaient loin d'être simples. Mais tandis que le mythe de Mayberry continuait de fasciner le public, un garçon de ce plateau se préparait discrètement à une vie bien différente de celle qu'il menait à la ferme. Biographie de Ron Howard. Ron Howard est aujourd'hui surtout connu comme un réalisateur hollywoodien de renom. Mais bien avant de passer derrière la caméra, il était le garçon roux préféré des Américains dans l'une des sitcoms les plus populaires de la télévision. Né le 1 mars 1954 à Duncan, dans l'Oklahoma, Ronald William Howard est issu d'une famille du monde du spectacle. Son père, Rance Howard, était acteur, scénariste et réalisateur. Né Rance Beckenholt, il avait adopté le nom de Saint Howard à la naissance de Ron. Rance effectuait un service militaire de 3 ans dans l'armée de l'air américaine. Sa mère, Jean Spiegel Howard, était elle-même actrice, faisant du monde du spectacle une affaire de famille dès le départ. Ron est issu d'un métissage de racines allemandes, anglaises, écossaises, irlandaises et néerlandaises, avec une dimension américaine qui se reflétait dans les personnages sains qu'il allait incarner. Il a été formé en partie sur les plateaux de studio comme Daisy Lou, où il a reçu une formation d'enfant d'acteur, et en partie dans les écoles de Burbank, en Californie, notamment au lycée John Burroughs. Bien qu'il ait ensuite intégré la prestigieuse École des arts cinématographiques de l'USC, il n'y a pas obtenu son diplôme.
Sa vocation l'appelait déjà ailleurs. À 5 ans, Ron Howard avait déjà un CV impressionnant. Son premier rôle crédité au cinéma fut dans The Journey, et il fit rapidement des apparitions dans diverses séries télévisées comme La Quatrième Dimension, The DuPont Show with June Allison, Dennis the Menace et The Many Loves of Dobie Gillis. Mais sa véritable révélation eut lieu en 1960 lorsqu'il décrocha le rôle qui allait tout changer, celui d'Opie Taylor dans la série The Andy Griffith Show. Alors crédité sous le nom de Ronnie Howard, il incarna le jeune fils du shérif Andy Taylor, Andy Griffith, pendant les 8 saisons de la série. En repensant à ses premiers jours sur le plateau, Howard se souvient avoir été obsédé par une petite tortue en peluche qu'il devait faire passer pour une vraie Mort. Je me souviens qu'il regardait cette petite tortue et me disait que c'était assez drôle de devoir faire semblant qu'elle était morte. A-t-il raconté? Je garde donc le souvenir d'une première impression très détendue. Cet équilibre entre bienveillance et humour subtil définissait précisément le ton de la série. Bien que diffusée dans les années 1960, The Andy Griffith Show cultivait délibérément une ambiance américaine d'antan, intemporelle et empreinte de nostalgie. Elle rayonnait de la chaleur d'une époque plus simple. Grâce à l'interprétation inoubliable de Barney Fife par Don Knott, à la Tante B, sage et bienveillante, incarnée par Francis Bavier, et à la galerie de personnages hauts en couleur de Mayberry, la série est devenue un incontournable des foyers américains. Bien qu'elle n'ait jamais remporté d'Emmy de la meilleure série comique, elle a été nommée 3 fois et les acteurs principaux, Knott et Bavier, ont remporté à eux 2/6 Emmy Awards. Mais la carrière de Howard ne s'est pas arrêtée avec la fin du Andy Griffith Show. En réalité, sa popularité n'a fait que croître. En 1974, il a connu un second souffle grâce à son rôle de Richie Cunningham dans la série Happy Days. Ce qui avait commencé comme un segment de comédie romantique américaine s'est rapidement transformé en une série à succès. Dans le rôle de Richie, un garçon propre sur lui et sans histoire, Howard formait un duo parfait avec Fonzie, incarné par Henry Winkler, un jeune homme débrouillard et élégant en blouson de cuir. Sur le plateau, leur alchimie était palpable, tant à l'écran qu'en dehors, et ce duo a contribué à faire de la série un classique de la culture populaire. Pourtant, Howard avait des ambitions qui dépassaient le simple rôle d'acteur. Même pendant le tournage de Happy Days, il explorait déjà le monde de la réalisation. Son premier film en tant que réalisateur fut Grand Theft Auto, 1977, une comédie d'action à petit budget coécrite avec son père. Cette opportunité s'inscrivait dans le cadre d'un accord astucieux avec le producteur Roger Corman. Howard jouerait dans Eat My Dust en échange de la possibilité de réaliser son propre film. Ce fut un tournant décisif à la fin des années 70 et au début des années 80. Howard a réalisé plusieurs téléfilms pour NBC, dont le film Skyward, 1980, avec la légende du cinéma Bette Davis. Mais sa véritable percée en tant que réalisateur a eu lieu en 1982 avec Night Shift, une comédie déjantée mettant en vedette Shelley Long, Michael Keaton et Henry Winkler. Ce film a marqué l'arrivée de Howard comme nouvelle force créative derrière la caméra. Dès lors, son ascension fut fulgurante. En 1984, il réalisa Splash, une comédie romantique fantastique avec Tom Hanks, Daryl Hannah, Eugene Levy et John Candy. Le film connut un succès commercial et critique retentissant, prouvant que Howard était capable de réaliser des films à succès à Lion Emotion, humour et un large public. Ce qui avait commencé avec une tortue en peluche et un rôle d'Opie Taylor s'est transformé en une carrière de toute une vie. Ron Howard n'a jamais été qu'un enfant acteur. Il était un conteur en herbe, et une fois derrière la caméra, il a fait en sorte qu'Hollywood ne l'oublie jamais. Mais avant les récompenses, les triomphes au box-office et la reconnaissance de son talent de réalisateur, Howard a fait ses armes sur un plateau de tournage bien moins idyllique qu'il n'y paraissait. Derrière la douceur de vivre de Mayberry, une tension palpable couvait. Une tension qu'aucune caméra ne pouvait saisir pleinement. Tension sur le plateau du Andy Griffith Show. Les drames du Andy Griffith Show ne se déroulaient pas uniquement devant la caméra. En réalité, certaines des intrigues les plus émouvantes se déroulaient en coulisses entre deux des plus grandes stars de la série. Andy Griffith et Francis Bavier étaient des figures emblématiques de la télévision, des icônes du divertissement du milieu du 20e siècle, surtout connus pour leurs interprétations chaleureuses du shérif Andy Taylor et de Tante B. Mais si leur complicité à l'écran était palpable, leur relation hors caméra était tout sauf amicale.
À l'instar de l'amitié tumultueuse entre Selena Gomez et Francia Raisa, les tensions entre Griffith et Bavier ajoutaient une dimension dramatique à ce classique pourtant si attachant. Depuis des décennies, cette querelle alimentait la curiosité des fans et des historiens du divertissement. Leurs différends trouvent son origine dans de profonds conflits de personnalité et des valeurs professionnelles divergentes. Il ne s'agissait pas d'un simple malentendu. C'était une guerre froide qui couvait en silence derrière les clôtures, Blanches de Mayberry et qui a persisté bien après la diffusion du dernier épisode. Cette querelle en coulisses, souvent évoquée à voix basse mais rarement confirmée, fait désormais partie intégrante de l'héritage de la série. Un héritage qui nuance la nostalgie idyllique que les téléspectateurs associent au Andy Griffith Show. Au cœur de la série se trouvait Andy Griffith, incarnate le shérif Andy Taylor, un homme calme et posé. D'une main de fer et d'un sourire désarmant, le shérif Taylor instaurait la paix à Mayberry sans jamais élever la voix. Veuf et père de famille, sage représentant de la loi et guide moral inébranlable de la ville. Il conciliait avec élégance et sérénité son rôle de père, ses fonctions de policier et les conflits de voisinage. Son charme a donné à la série une tonalité chaleureuse, authentique et empreinte d'un héroïsme discret. Frances Bavier, qui incarnait Tante Bea, la tante pragmatique et bienveillante d'Andy Taylor, partageait cette même chaleur humaine. Tante Bea n'était pas qu'une simple soignante. Elle était le pilier émotionnel de la famille Taylor. Son personnage offrait des repas réconfortants, des réprimandes bienveillantes et une sagesse populaire. L'interprétation de Bavier a fait de Tante Bea une figure emblématique, la tante télévisuelle par excellence. Ensemble, le shérif Taylor et Tante Bee incarnaient un sentiment de foyer et de communauté que des millions de téléspectateurs ont adoré. Mais si leurs personnages offraient une image idyllique de la vie familiale dans une petite ville, la réalité en coulisses était bien plus tumultueuse. Comme le dit la chanson country classique, les tensions entre Griffith et Bavière provenaient de divergences fondamentales dans leur approche de leur métier et de leurs relations respectives. Bavier, connu pour sa grande discrétion, maintenait une distance délibérée avec ses partenaires. Alors qu'Andy Griffith était chaleureux et sociable hors caméra, Bavier préférait la solitude. Pour certains, cela pouvait paraître froid, voire distinct. Mais ce n'était pas seulement sa nature réservée qui causait des tensions. C'était aussi son exigence. Elle prenait son rôle très au sérieux et attendait la même chose de son entourage. Ron Howard, qui incarnait le jeune Opie Taylor, a souvent évoqué l'influence positive de Griffith sur le plateau. Cependant, Howard Morris, qui jouait Ernest T., Bass et Ali réalisé plusieurs épisodes, a un jour décrit sa collaboration avec Bavier comme une véritable épreuve. Une simple indication, comme lui demander de se déplacer de quelques centimètres pour le cadrage, pouvait susciter une vive résistance. Elle était très attachée à son espace et à sa présence, et toute remise en question était mal perçue. Sa précision, aussi admirable fût-elle, engendrait parfois des tensions avec ses collègues. Dans une interview citée par Cheat Sheet, Griffith lui-même a évoqué une tentative de réconciliation mémorable et douloureuse. Il s'était rendu à l'improviste chez Bavier, espérant apaiser les tensions. Le geste s'est retourné contre lui. Bavier, farouchement attaché à sa vie privée, n'a pas apprécié cette visite surprise. Au lieu d'apaiser les vieilles blessures, la rencontre les a exacerbées, renforçant le mur qui les séparait. Mais comme la vie a parfois le don d'humilier même les cœurs les plus endurcis, le changement finit par arriver. Vers la fin de sa vie, Bavier luttait contre le cancer, un combat qui lui apporta des moments de réflexion. Elle prit son téléphone et appela Griffith. Après des années de tension, elle était enfin prête à parler franchement. Griffith se souvint plus tard de ce moment, ajoutant que Bavier s'était excusé sincèrement. « Je suis désolé que nous ne nous soyons pas mieux entendus. C'était ma faute. » Elle a reconnu son comportement difficile, a salué son rôle de leader dans l'émission et lui a attribué une grande partie de son succès. C'était un geste fort qui a enfin apaisé des années de ressentiment. Frances Bavier s'est éteinte en 1929 à l'âge de 86 ans. Bien qu'ayant grandi à New York, elle a passé ses dernières années en Caroline du Nord, la même où vivait son personnage de Tante Bee à l'écran. Elle a pris sa retraite d'actrice en 1972 et a embrassé une vie plus paisible à Siler City, une petite ville où elle a trouvé la sérénité et un sentiment d'appartenance. Les habitants de la région se souviennent d'elle comme d'une femme discrète mais bienveillante, à mille lieues de l'image incomprise qu'elle projetait à Hollywood. Vers la fin de sa vie, Bavier a souffert de graves problèmes de santé, notamment de complications cardiaques. Elle a passé ses derniers jours à l'hôpital de Chatham.
Une semaine avant son décès, elle a quitté l'unité de soins coronariens, bien que son état restât fragile. Si la cause officielle de sa mort n'a jamais été publiquement confirmée, beaucoup pensent qu'elle était liée à ses problèmes cardiaques chroniques. Jusqu'à la fin, elle a conservé la même dignité et la même réserve qui avaient caractérisé sa vie et sa carrière. Andy Griffith s'est éteint à l'âge de 86 ans. Selon CNN Entertainment, il est décédé paisiblement à son domicile de Roanoke Island, en Caroline du Nord, tôt un mardi matin. La nature exacte de sa maladie n'a pas été divulguée, mais sa disparition représente une grande perte pour le monde du spectacle. La famille de Griffith a publié un communiqué confirmant son inhumation sur l'île de Roanoke, son havre de paix, cet lieu de recueillement. La disparition de ces deux stars a marqué la fin d'une époque, mais a aussi rappelé aux fans les histoires plus profondes qui se cachent derrière l'image lisse de la télévision. Malgré leurs nombreuses années de désaccord, Andy Griffith et Frances Bavière ont finalement trouvé la sagesse de se réconcilier. Au final, il ne s'agissait pas de savoir qui avait raison ou tort. Il s'agissait de deux artistes qui ont reconnu l'humanité de l'autre et ont choisi de se séparer. L'héritage qu'ils laissent derrière eux est un héritage de talent, de cœur et, en fin de compte, de pardon. Alors que le chapitre du Andy Griffith Show se refermait dans la jeunesse de Ron Howard, une autre histoire se déroulait discrètement, une union parfaite. Il existe un amour qui ne fait pas la une des journaux tous les jours, un amour qui ne crie pas sur tous les toits, qui ne réclame pas les feux de la rampe. Elle perdure, discrètement, immuablement, décennie après décennie. C'est l'histoire d'amour de Ron et Cheryl Howard. Hollywood ne manque pas d'idylles passionnées, de chagrins d'amour public ni d'aventure qui font les gros titres. Mais au milieu de tout ce tumulte, Ron et Cheryl ont bâti quelque chose de rare, d'authentique. Le 7 juin 2025, ils ont célébré leurs 50 ans de mariage, un demi-siècle passé à évoluer. Raver, construire et à se choisir l'un l'autre jour après jour. Ron a immortalisé ses noces d'or avec une photo d'eux sur la plage au coucher du soleil. Pas de grande mise en scène, pas de tapis rouge, juste la douce lueur du crépuscule, et deux êtres qui ont passé la majeure partie de leur vie à l'unisson. Il a exprimé sa gratitude envers sa famille, les souvenirs et le chemin parcouru, décrivant leur amour comme une descente de rivière, entre eau calme et rapide tumultueux. Il a attribué leur succès à un secret simple. Ils continuaient à pagailler. Ils n'avaient que 16 ans lorsqu'ils rencontrèrent en Californie deux adolescents aux yeux brillants et aux rêves plus grands. L'un d'eux avait des taches de rousseur et cette fameuse chevelure rousse. Elle avait une force tranquille et une présence inoubliable. Il disait toujours qu'il n'y avait jamais eu personne d'autre. Elle était unique. Leur premier rendez-vous était un grand classique des années 70. Ron est venu chercher Cheryl dans sa coccinelle Volkswagen vert Mountain, l'a emmenée au cinéma, puis ils ont mangé une pizza. La voiture n'avait rien d'exceptionnel, mais elle leur a permis d'arriver à destination. Des années plus tard, Ron riait et disait « Elle roule toujours aussi bien. » Nous aussi. 5 ans après cette date, ils se sont retrouvés à Burbank, en Californie, et se sont dit « Oui, je le veux ». C'était en juin 1975. Parmi les invités figuraient des amis, de la famille et quelques collègues de la série Happy Days, dont le regretté Tom Bosley. Ron avait commencé la sitcom 1 an auparavant, et le temps filait à toute allure. Mais il savait que Cheryl était son point d'ancrage. Et pourtant, elle n'a pas dit oui tout de suite. En fait, il a fallu 3 demandes. Cheryl, toujours réfléchie et posée, lui a dit qu'elle n'était pas prête. Pas encore. Elle avait des choses qu'elle voulait faire. Ses études, sa vie, un avenir qu'elle pourrait façonner elle-même avant de le lier au sien. Leur fille, Bryce, décrira plus tard sa mère comme une force de la nature. Une femme qui savait garder les pieds sur terre, même pour Ron. Avec le recul, Cheryl confie que c'est la passion de Ron pour les histoires qui l'a séduite. Et c'est toujours le cas. Ensemble, ils ont élevé 4 enfants, dont Bryce et Paige, qui ont suivi leurs traces dans le monde du cinéma. Mais les Howard n'ont jamais été qu'une simple famille hollywoodienne. Ils formaient une équipe, un tout. Cheryl a écrit un jour que leur passion commune pour les histoires les avait réunis. Et il était clair que l'amour était devenu la plus belle histoire qu'ils aient jamais racontée. Leurs filles décrivent souvent Cheryl comme le cœur de la famille. Paige a confié un jour qu'expliquer à quel point elle aimait sa mère lui faisait pleurer. Elle disait de Cheryl qu'elle était les étoiles, le soleil et la lune, leur guide. Pourtant, ce n'était pas toujours facile. Ron reconnaît qu'il faut plus que de l'amour. La communication est essentielle, la chance aussi. Mais surtout, dit-il, il faut évoluer ensemble.
Il faut changer, s'adapter, se laisser évoluer mutuellement et toujours retrouver un terrain d'entente. C'est ce qui a permis à leur relation de rester aussi forte. C'est ainsi que leurs vies sont restées harmonieuses, malgré l'expansion de leurs horizons. Ron se dit infiniment chanceux, non seulement pour leur amour, mais aussi pour les leçons, les joies et la compréhension mutuelle qui les ont accompagnés pendant 5 décennies. Des nuits blanches avec les nouveau-nés au réveil matinaux sur les plateaux de tournage, des peines de cœur aux célébrations. Ils ont vécu tout cela ensemble pour leur anniversaire en 2023. Ron a surpris Cheryl en l'emmenant faire un tour dans la même coccinelle F2 vermentée. Oui, celle de leur tout premier rendez-vous. Ils ont pris un chemin plus long, profitant du vent, et se sont remémorés le début de leur histoire. Pas de restaurant chic, pas de coupe de champagne, juste la route, le doux ronronnement du moteur et 50 ans de souvenirs partagés. Hollywood oublie souvent ce genre d'amour discret que le patient affectionne, celui qui se forge non pas dans les contes de fées, mais dans les cuisines, les monospaces et les douces nuits de sommeil. Mais Ron et Cheryl ne l'ont pas oublié. Ils l'ont vécu, protégé, cultivé. Leur histoire d'amour est discrète. Ce n'est pas nécessaire. C'est stable, enraciné, éternel. Et après 50 ans, ça ne fait que s'améliorer. Les controverses autour de Ron Howard. Rares sont les acteurs qui parviennent à marquer durablement les esprits, tant devant que derrière la caméra. Ron Howard fait partie de ces rares exceptions, et il le fait mieux que presque personne. Il fait partie d'un cercle très restreint qui comprend de grands noms comme Clint Eastwood, Greta Gerwig, Jordan Peele, Bradley Cooper et George Clooney. Mais contrairement à la plupart d'entre eux, Howard est plus connu pour les films qu'il a réalisés que pour ceux dans lesquels il a joué. Tout a commencé à la télévision dans les années 1960 et 1970. Son visage était partout. D'abord dans le rôle du petit O.P. dans The Andy Griffith Show, puis dans celui de Richie Cunningham dans Happy Days. Howard est devenu l'une des stars enfantines les plus aimées d'Amérique. Mais derrière ce visage avenant, se cachait un garçon qui observait, apprenait et se préparait à un avenir bien plus prometteur. En 1977, il s'essaie à la réalisation avec un petit film déjanté intitulé Grand Theft Auto, sans aucun lien avec le jeu vidéo. C'est un film rapide, chaotique et plein d'émotions. À partir de ce moment-là, Howard est devenu un nom incontournable à Hollywood, mais son ascension ne s'est pas faite du jour au lendemain. Il a dû trébucher à plusieurs reprises. Dans les années 80, il a réalisé Splash, une comédie romantique fantastique et divertissante avec Tom Hanks. Et Willow, un film d'aventure audacieux. Ces films ont révélé son talent, mais il n'était pas encore pris au sérieux par tous. Les années 90 n'ont pas été plus favorables. Quelques-uns de ces films ont été des échecs commerciaux, et certains critiques ont commencé à douter de sa capacité à réaliser un chef-d'œuvre. Puis vint le nouveau millénaire et, avec lui, le Grinch. Et 1 an plus tard seulement, un esprit brillant. C'est à ce moment précis que tout a basculé. Un esprit brillant a raconté l'histoire vraie de John Nash, un mathématicien de génie qui a lutté contre la maladie mentale. Un récit poignant, bouleversant et inoubliable. Le film mettait en vedette Russell Crowe, Jennifer Connelly, Ed Harris et Christopher Plummer. Bien avant les Oscars, on pressentait déjà son triomphe, et ce fut le cas. Howard a remporté le prix du meilleur réalisateur et le film a raflé les prix du meilleur film, de la meilleure actrice dans un second rôle et du meilleur scénario adapté. Mais tout le monde n'était pas ravi, certains étaient furieux. Des détails importants de la vie de Nash avaient été passés sous silence. Sa putain de réalité. Un enfant né hors mariage. Le fait qu'il n'ait pas soutenu cet enfant. Tout est passé sous silence. Les critiques ont accusé Howard d'édulcorer la vérité. Il a admis par la suite que ces passages avaient été supprimés pour se concentrer sur l'essentiel. Mais cela n'a pas empêché la polémique. Ce qui dérangeait le plus Howard, ce n'étaient pas les critiques. C'est ainsi que cela a commencé à affecter Nash personnellement. Pour lui, c'était de franchir la ligne rouge. Qui Ron Howard méprisait-il tant? Ayant passé près de 7 décennies sous les feux de la rampe, Ron Howard s'est forgé une réputation d'homme d'une sérénité imperturbable face aux tempêtes hollywoodiennes. Il est posé, discret. Le genre de réalisateur en qui les studios ont confiance quand ils veulent des résultats, pas de polémique. Mais même un homme comme lui a ses limites. Ces dernières années, ses distinctions se sont estompées. Howard a notamment adapté le best-seller autobiographique de J.D. Vance, Hillbilly Elegy, en un film à succès pour Netflix, un projet qu'il a abordé avec soin, mettant l'accent sur la ténacité et la résilience qui ont marqué l'enfance de Vance. À l'époque, la politique n'était pas au cœur de leur conversation. Vance n'était pas encore sénateur. Il n'était même pas impliqué en politique.
Cela convenait parfaitement à Howard. Il ne cherchait pas un partenaire politique, mais une histoire. Mais l'homme que Howard avait autrefois tenté de comprendre a depuis emprunté une autre voie. Vance est désormais un homme politique, peut-être même sur le point de devenir vice-président. Et son discours actuel, il est à 1000 lieues de celui de l'homme que Howard a connu. Le réalisateur a clairement fait savoir, sans faire de vagues, qu'il était à la fois surpris et déçu par ce qu'était devenu Vance. Howard n'est pas du genre à s'emporter publiquement. Ce n'est pas son style. Mais cette fois, quelque chose a craqué. Pour quelqu'un qui a passé sa carrière à éviter la controverse, son discours récent avait un poids considérable. Ce changement n'était pas seulement politique. C'était une affaire personnelle, un peu comme un autre épisode survenu des décennies plus tôt, où une partenaire en apparence charmante avait transformé l'ambiance sur le plateau en un véritable cauchemar. Bien avant. Un homme d'exception ou Apollo 13. Ron Howard était un enfant star du Andy Griffith Show, la série culte américaine. À l'écran, il incarnait le charme rustique par excellence. Mais en coulisses, tout n'était pas toujours rose à Mayberry. La plupart des fans supposaient que les acteurs s'entendaient aussi bien hors caméra que devant. Pourtant, il y avait un membre de la distribution avec lequel le jeune Ron redoutait de tourner. Frances Bavier, plus connue sous le nom de Tante B. Elle était sévère, froide et ne l'a jamais traité comme l'enfant adoré que l'Amérique imaginait. Alors que le public voyait une tante aimante aux petits soins pour son neveu, Howard, Louis, y voyait tout autre chose. Une personne rigide, exigeante et presque impossible à approcher. Même des décennies plus tard, interrogé sur son passage dans la série, Howard n'a jamais prétendu que Tante B était son meilleur souvenir. À l'époque, bien sûr, Howard ne s'exprimait pas. Il n'était qu'un enfant qui jouait Opie. Il gardait la tête baissée, faisait son travail et souriait malgré tout. Mais il y avait des moments où ce sourire s'effaçait, comme lors du fameux épisode des cornichons où Opie devait engloutir des bocaux des fameux cornichons immondes de Tante B. Ce que le public ignorait, c'est que Ron détestait les cornichons. Manger ces mêmes aliments encore et encore pour de multiples prises, un véritable supplice. Et jouer face à Bavière pendant cette scène, la cerise sur le gâteau émotionnel. Cette tension est restée enfouie pendant des années, jamais vraiment dissipée. Mais ceux qui connaissaient les coulisses l'ont confirmé plus tard. Howard et Bavière ne s'entendaient tout simplement pas. Elle n'était pas cruelle, mais elle était glaciale. Elle ne s'est jamais attachée à lui. Et en vieillissant, cette distance ne s'est pas estompée de sa mémoire. Elle y a persisté, non pas sous forme d'amertume, mais de clarté. Howard avait très tôt appris ce que c'était que de travailler avec quelqu'un qui vous rabaissait. Alors, quand J.D. Vance a commencé à s'exprimer d'une manière qui contredisait le récit poignant qu'Howard avait autrefois tenté de partager, cela a réveillé de vieux démons. Ce n'était pas qu'une question de politique. Il s'agissait de confiance, d'empathie et de la déception d'être trahi par quelqu'un qu'on croyait comprendre. Il n'avait pas besoin de nommer qui que ce soit. Le silence entre ses paroles en disait long. Des années auparavant, Howard avait déjà essuyé des critiques pour un homme d'exception. Le film avait raflé les Oscars, mais avait également suscité la polémique en omettant des vérités essentielles sur son sujet, John Nash. Ce fut un rappel que raconter l'histoire d'autrui, surtout celle d'une personne complexe, comporte des risques. Si vous enjolivez les choses, quelqu'un le remarquera. Si vous en dites trop, quelqu'un protestera. Dans les deux cas, c'est au compteur qu'incombe la responsabilité. Et maintenant, en observant l'ascension politique de Vance, Howard ressent une autre déception. Non pas parce qu'il a réalisé un mauvais film, mais parce que l'homme au centre de l'histoire est devenu méconnaissable. C'est la même douleur qu'il a éprouvée des décennies plus tôt, lorsque la chaleur qu'il devait feindre pour Tante B ne compensait jamais la froideur qu'elle lui témoignait. La leçon qu'en tire Howard, ne jamais se fier aux apparences. Un scénario rassurant, une personnalité attachante, un livre à succès. Rien de tout cela ne garantit l'authenticité. Les gens peuvent changer. Ils peuvent vous décevoir. Ils peuvent réécrire leur propre histoire de telle sorte que vous vous demandiez pourquoi vous avez même essayé de les aider à la raconter. Pourtant, Howard n'est pas un maire. Il est passé d'un enfant d'acteur mal à l'aise à un réalisateur oscarisé, bénéficiant d'une confiance acquise depuis des décennies à Hollywood. Il a appris à choisir ses moments. Et ce moment politique, méritait qu'on prenne la parole. Il n'a pas vociféré, il n'a pas attaqué. Il a simplement rappelé une chose aux gens. Observez attentivement, faites preuve d'esprit critique. Et surtout, votez! Car les histoires auxquelles nous croyons aujourd'hui façonnent les gros titres que nous lirons demain matin. Et s'il y a bien une personne qui comprend à quel point un personnage peut facilement tromper un public, c'est Ron Howard.
Il l'a vu se produire à l'écran, sur les plateaux de tournage et maintenant sur la scène nationale. Quel film de Ron Howard avez-vous vu? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Et comme le dit Mad, abonnez-vous et cliquez sur la vidéo suivante. Vous allez adorer.